Bonjour! Est-ce que vous aussi, vous aimez lire des webtoons? Moi j'aime beaucoup ça, et aussi étonnant que ça puisse paraître, mon genre préféré c'est les romances. Mais alors ça s'applique pas que aux webtoons, ça s'applique depuis que j'ai commencé à en lire en fait. J'ai commencé à tomber dedans, moi ça date quand même, c'était au collège, quand une de mes amies m'a fait découvrir les mangas. Et du coup ça a commencé avec les shoujo mangas, donc les mangas, l'histoire principalement de romance en fait. Et ce qui m'a séduit d'abord plus que l'histoire, c'était avant tout le style graphique. J'étais fascinée parce que j'avais jamais vu ça avant, et c'était un style très particulier avec des traits vraiment très doux et des personnages très expressifs. J'étais fascinée par la finesse des traits et la délicatesse du dessin, je trouve ça vraiment absolument magnifique. Et moi quand le style graphique est beau, ça me suffit à me lancer dans une histoire, hein. Vraiment il m'en faut pas beaucoup, je suis une femme simple. Et donc j'ai mis le pied d'abord dans les histoires de romance avec les shoujo mangas parce que j'étais d'abord très impressionnée par les dessins. C'est le genre ensuite que j'ai lu vraiment en très grande majorité devant les autres genres de mangas, hein, à l'époque où je lisais beaucoup ça. Même si au début c'est le style graphique qui m'attirait particulièrement, même si les shoujo mangas sont restés mon genre de lecture préféré et puis les romances par extension. Ce qui a changé après pour moi, outre le style graphique, c'était le développement des sentiments des personnages principaux. J'adorais voir le personnage principal nouer des relations avec d'autres personnages et voir la relation se développer. J'aimais beaucoup voir le changement de point de vue du personnage principal sur d'autres personnages, et en particulier sur son love interest, je sais pas, au fur et à mesure que ses sentiments se précisaient et que les personnages apprenaient à se connaître. Ça m'a toujours fascinée et c'est ce que j'aime beaucoup dans les romans, c'est un genre qui s'y prête super bien. Et puis aussi je suis attendrie par les réactions des personnages quand ils tombent amoureux, voilà, comme beaucoup de gens je pense. Aujourd'hui je consomme plus beaucoup de mangas, je suis passée au webtoon. Je lis toujours énormément de romances sur webtoon, c'est toujours mon genre préféré et c'est vrai que dessus on trouve beaucoup de... outre le genre d'écriture on va dire, il y a aussi le genre de médias qui diffère beaucoup sur webtoon, on a de tout, des comic strips au manga justement, en passant aussi par les manhwas qui sont très populaires en ce moment, et la romance reste toujours le genre vers lequel je me dirige en premier. Mais, et c'est donc là le sujet de cette vidéo, j'ai toujours un problème. Il y a quelque chose qui me chiffonne très fortement à chaque fois que je lis une romance. C'est que tout simplement c'est toujours pareil la fin, c'est toujours le schéma classique, mariage, famille et enfant. Et ça c'est quelque chose qui me pose personnellement beaucoup de problèmes. Donc là il y a un jingle normalement. Alors qu'on soit bien clair, je vais poser des bases parce que j'ai pas spécialement envie que mon message soit mal interprété. Je dis bien que c'est mon problème, que ce schéma classique me dépasse et m'énerve depuis des années que je lis des romances, même depuis le début en fait. Je dis pas que c'est un problème en soi qu'une histoire se termine avec un mariage et des enfants, c'est mon problème, dans le sens où ça me pose problème à moi. Et si j'en parle ici, c'est parce que j'ose espérer que c'est peut-être le cas d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans mes propos. Évidemment, je suis juste là pour rassembler des gens autour d'un truc qu'on pourrait avoir en commun. Je ne suis pas là pour juger les gens qui aiment ce genre d'histoire et qui aiment ce genre de fin. C'est pas mon objectif, voilà, je suis juste là pour parler d'un ressenti, un ressenti négatif en l'occurrence, mais ça veut pas dire que je juge pour autant les personnes pour qui c'est pas un ressenti négatif. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là pour juger, je suis juste là pour partager un truc et pour moi les deux ne sont pas incompatibles. Donc voilà, je voudrais juste que mon propos ne soit pas déformé ou mal interprété et dans ces cas-là, je vous laisse avec la suite de la vidéo si c'était clair. Oui, donc ce fameux schéma classique avec le mariage et les enfants à la fin de manière quasiment invariable et systématique, c'est quelque chose qui m'a énervée, enfin qui me déplaît on va dire, mais alors ça depuis que je m'en souviens en fait. Même quand j'étais enfant, quand les contes se finissaient, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ça me décevait systématiquement, j'étais là genre... Encore? Ils sont obligés de tous avoir beaucoup d'enfants et je sais pas en fait, quelque part le sentiment que ça me faisait quand j'étais petite, c'est que mes héros auxquels j'associais de l'aventure, auxquels j'associais des histoires palpitantes, et bam, ils devenaient plus des héros, ils devenaient juste des parents, et moi en tant qu'enfant, ça me rendait triste. Et c'est toujours un peu le cas maintenant en vrai, c'est toujours un rapport à la maternité que j'ai, où t'es plus le personnage principal de ton histoire. Je sais pas comment expliquer ça, Peut-être que d'autres partageront mon point de vue, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à exprimer parce que souvent c'est pas compris, mais c'est un ressenti que j'ai qui est là et voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, moi depuis que je suis petite, j'aime pas ce genre de schéma. Mais pourtant c'est un peu compliqué parce que j'aime beaucoup les romances et c'est le genre où c'est très fréquent qu'il y ait ce schéma à la fin. Et donc je suis systématiquement déçue quoi, je me prends systématiquement une petite claquounette dans la gueule parce que j'aime pas la fin des romances, mais j'aime bien les romances quand même. Et
Et du coup, bah, j'en ai assez. Voilà, tout simplement. Et moi, en fait, je peux pas aimer une histoire si la fin m'a déçu. Genre, si la fin m'a déçu, bah, je vais détester toute l'histoire, indépendamment des bons moments que j'aurais vécu avec. C'est triste, mais moi, c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je vis les histoires quand je lis des histoires. Et voilà, donc tout ça pour dire, j'ai détesté ce schéma depuis ma tendre enfance, et en plus, je trouve que toutes les romances, vraiment, elles prennent ce schéma de fin particulier. Bon, ça, on va dire que c'est la partie subjective, en fait, de mon ressenti. Bah après, c'est un ressenti, c'est forcément subjectif, mais c'est une partie vraiment qui est très personnelle, on va dire, qui va peut-être pas du tout être retrouvée chez tout le monde. En fait, le problème que j'ai personnellement avec ce genre de fin, c'est que ça me donne l'impression que c'est la seule fin qui serait valide pour un couple, pour être heureux ensemble. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Donc, outre le fait que je m'identifie plus aux héros et aux personnages principaux à partir du moment où ils ont des enfants, il y a aussi le fait que bah, je trouve que c'est un peu injuste de nous vendre tout le temps ce genre de fin, sous-entendu, bah voilà, les couples c'est la suite logique, et forcément quand t'es en couple, a fortiori un couple hétéro, et bah forcément c'est ça qui va se passer après, tu vas te marier et avoir des enfants, et c'est comme ça la fin heureuse, il n'y a pas d'autre possibilité. Moi c'est le ressenti que j'ai quand je vois toute cette avalanche de fins, pardon petite plante, dans les histoires de romance. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un problème qui concerne très peu de gens, parce que déjà quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression que ça fait un peu un bide quoi. J'ai l'impression que les gens ils ressentent pas trop ça quand moi j'expose ce ressenti. Bah pourtant je peux pas faire autrement, c'est comme ça que je me sens, et je trouve que c'est... Bah, je me sens un peu seule quoi, tout simplement. Je me sens un peu seule à me sentir comme ça. Mais j'ose espérer que c'est un point de vue qui pourrait être partagé par d'autres personnes. Donc premier problème qui pour moi est problématique, c'est cette idée que quand tu es en couple, et en particulier dans un couple hétérosexuel, forcément au bout d'un moment la voie du bonheur c'est de se marier et c'est d'avoir des enfants. Et bah non en fait, j'ai envie de voir des histoires où il n'y a pas que ça comme voie du bonheur, parce que personnellement c'est quelque chose dans lequel je crois fondamentalement que la maternité n'est pas la voie unique et finale du bonheur d'une personne, et surtout d'une femme. C'est très souvent vendu comme le bonheur des femmes, j'y reviendrai sûrement. Autre chose aussi, c'est que souvent je trouve que c'est totalement injustifié, et on dirait peut-être pas parce que les romances c'est vraiment le genre par excellence où ça se termine par mariage heureux, des enfants, tout ça évidemment. Et pourtant je trouve que très souvent c'est hyper mal amené, alors selon mes critères à moi, qui sont peut-être pas ceux de tout le monde, donc je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est très mal amené. Généralement dans ce genre d'histoire en plus, le mariage et les enfants ça arrive après la fin de l'histoire étant le moment généralement où les personnages se mettent ensemble, voire quelques épisodes après pour qu'on ait le temps de les voir vraiment ensemble quoi, mais généralement la mise ensemble des personnages, ça sonne un petit peu la fin de l'histoire en tout cas. Et puis très souvent, trop souvent à mon goût, les fins avec mariage et enfants sont amenées dans des épilogues genre 10 ans plus tard, oh bah en fait ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Genre tout le processus qui t'amène à te dire que tu vas te marier et faire des enfants est passé à la trappe, et toute la partie de la relation où vous êtes vraiment ensemble et vous construisez quelque chose ensemble, tout ça c'est passé à la trappe. Et je sais pas, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, où ce qui m'intéresse de ouf dans les romances, quelque chose qui est très bien dedans, c'est le développement des relations, mais cette partie-là d'une relation où vous êtes ensemble et où vous décidez de votre futur ensemble, mais c'est giga important aussi ça, et savoir si les personnages veulent des enfants ou n'en veulent pas, c'est crucial. En fait je veux voir dans les histoires cette partie qui est passée sous silence en mode épilogue de 10 ans parce que... non, ça mérite tellement plus qu'un épilogue, à la limite ça mériterait une histoire à part entière, et je trouve ça tellement dommage de mettre toute cette partie super intéressante d'une histoire, cette partie si riche en développement et en construction, je trouve ça tellement dommage de la passer sous le tapis et de montrer juste la fin genre ah si en fait ils ont eu des gosses. Moi ça me déçoit, il y a tellement d'histoires qui se finissent comme ça. Je me souviens d'une où je me suis sentie particulièrement trahie, je vais essayer de pas spoiler, je vais cacher un maximum les images, mais la protagoniste principale affirme qu'elle ne veut pas se marier. Et moi j'étais là, oh, enfin une représentation en plus dans un manga, dans une histoire qui se passe en Asie où ça c'est pas giga bien vu, tu vois, il y a le schéma classique. Enfin une histoire où la protagoniste affirme ne pas vouloir se marier, ça n'empêche pas ses sentiments amoureux, hein. Elle affirme ses sentiments à son partenaire, mais elle me dit je ne veux pas me marier avec toi. C'était inédit avant, j'avais jamais vu ça dans un manhwa, j'étais trop contente, je me suis dit enfin de la représentativité. Devinez quoi, chapitre suivant, 2 ans plus tard, c'est son mariage, elle a dit littéralement avant qu'elle ne voulait pas se marier, et elle a déjà 2 enfants genre. Mais ça sort d'où? À quel moment ils ont parlé de ça? À quel moment elle a changé d'avis? J'aurais voulu voir si elle a changé d'avis, pourquoi elle a changé d'avis, comment ça s'est amené. Et ça c'est jamais écrit et c'est tellement dommage. Ce serait si intéressant de voir comment les points de vue évoluent finalement. Je suis peut-être la seule que ça intéresse de voir tout ce genre de développement, mais en fait, le fait que la construction d'une relation
après s'être mis ensemble, soit passé sous le tapis, ça véhicule l'idée, je trouve, qu'une fois qu'on se met ensemble, il n'y a plus d'enjeu, et que la relation est acquise une fois qu'on s'est mis ensemble. Et je trouve ça tellement déprimant, il y a tellement à faire, et tellement à apprendre sur l'autre personne une fois qu'on se met en couple. Je fais trop la meuf qui donne des leçons, alors que bon voilà. Je sais pas, ça véhicule tellement l'idée qu'en fait ce qui se passe après la mise ensemble, c'est pas intéressant. Et honnêtement, je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais honnêtement, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai pensé pareil, et je me suis dit mais ça sert à rien de se marier et tout ça, parce qu'en fait ce qui se passe après c'est pas intéressant, parce que quand j'ai grandi avec des romances, on voyait jamais ce qui se passait après le mariage, ou alors il se passait la famille, et pour moi la famille c'était aussi quelque chose de pas très intéressant, et du coup j'ai un peu grandi avec cette idée là, et je regrette aujourd'hui de ne pas, enfin c'est pas que je regrette, c'est que je déplore plutôt, de ne pas voir beaucoup d'histoires où il y a une relation qui se construit vraiment, même au-delà du couple, enfin au-delà de la mise en couple en elle-même. Une fois qu'ils sont en couple, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait, ok, on parle d'avenir, est-ce qu'on a les mêmes projets en commun, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais ça c'est vraiment pas développé dans les histoires que j'ai lues en tout cas, et je trouve ça dommage, parce que du coup je trouve que ça fait que la fin classique mariage et enfant, qui est censée être acquise, qui est censée être innée à tout le monde et qui est censée donner le même bonheur à tout le monde, puisque visiblement tous les personnages finissent comme ça, je trouve que c'est très injustifié finalement et que c'est pas très réaliste. Du coup, pourquoi je fais la meuf qui se plaint de ça, alors que finalement c'est quelque chose qui est visiblement très normal dans la littérature et très apprécié par une très grande partie du lectorat. Pourquoi moi je viens me plaindre alors dans ces cas-là, si je suis pas contente et que je suis toute seule, j'ai qu'à lire autre chose finalement, au lieu de faire chier le pauvre monde. Oui peut-être, c'est vrai. Mais je trouve que c'est pas parce qu'on est minoritaire dans une situation, ou c'est pas parce qu'on a un point de vue pas très partagé, qu'on n'a pas le droit pour autant de chercher des personnes qui pourraient partager ce point de vue aussi. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai un ressenti, il est là, il existe, et je pense ne pas être la seule à le partager, bien que j'ai conscience que ce soit très minoritaire. Et du coup, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est trouver des gens qui pourraient avoir ce ressenti-là comme moi et en parler avec eux. Je sais que ça existe, j'ai déjà vu des personnes qui, comme moi, avaient un rapport négatif à la maternité et à la maternité de leurs proches. Je pense par exemple à cette vidéo hyper touchante de Enjoy Phoenix que j'ai énormément aimé écouter à l'époque où elle est sortie, parce que ça m'a fait déculpabiliser sur des choses que je pensais tout comme elle, et que je pensais que j'étais une mauvaise personne à cause de ces pensées-là. Ça fait beaucoup de fois le mot penser, mais vous comprenez, je pensais être une mauvaise personne pour avoir des pensées culpabilisantes, et puis dans cette vidéo... Enjoy Phoenix, elle a les mêmes pensées que moi, et du coup c'est hyper décomplexant de se dire ok, je pense comme ça, mais au moins je suis pas la seule, et puis j'ai pas fait exprès, donc finalement est-ce que je suis vraiment à blâmer? Je sais pas, j'ai un peu envie de faire le même genre de choses avec cette vidéo, et voilà, peut-être de rassembler des gens qui pensent comme moi. Et je sais que c'est très précis, c'est très niche, cette déception que j'ai des fins avec la grossesse, le mariage et les enfants, et pourtant j'ai trouvé des gens, il y a peut-être genre un mois ou deux, sur TikTok qui avaient le même ressenti que moi, et c'est la première fois que ça m'a fait ça, j'avais envie de hurler de joie, genre je sais pas comment expliquer, c'était vraiment... C'était tellement un beau moment de voir tous ces gens qui pensaient comme moi, j'étais là mais je suis pas seule, il y a d'autres gens comme moi qui existent, et à mon tour, j'arrête pas de donner un coup dans ce pauvre tabouret, à mon tour j'ai envie de rassembler des gens autour de ce sentiment qu'on pourrait avoir en commun, d'en avoir marre de ce genre de fin dans les histoires de romance. Et du coup j'ai envie un peu de lancer un appel à venez, on sait qu'on existe et on n'est pas tout seul. Et donc, deuxième partie de cette vidéo, qui n'était pas juste là pour Rent, même si j'en avais vraiment beaucoup besoin. Dans la suite de cette vidéo, ce que j'aimerais bien faire du coup pour remédier à ce problème, c'est bien beau de poser, de soulever un problème et de dire « Ouais, y en a marre, pas content !» C'est bien beau tout ça, mais encore faut-il proposer des solutions, par exemple. Voilà, les solutions que je propose pour la suite de cette vidéo, c'est de vous faire mes recommandations, trop peu nombreuses à mon goût hélas, de romances où ça se termine pas par un mariage et des enfants systématiquement. Ça fait trop du bien de savoir que ces histoires existent. À votre tour, si dans les commentaires vous en connaissez aussi, j'aimerais beaucoup que vous me fassiez part de vos recommandations, parce que à mon goût il y a vraiment trop peu de romances comme ça, j'en connais vraiment pas beaucoup et j'ai envie d'en lire plus, mais je sais pas trop quoi chercher, je sais pas trop par où commencer en fait, donc si vous connaissez aussi des références comme ça, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires, moi ça m'intéresse très fortement.
Donc parmi les recommandations qu'il y a à suivre, j'en ai que 3 malheureusement, j'aimerais bien en avoir plus, mais je connais que 3 histoires qui m'ont suffisamment marqué pour vous les recommander ensuite. Moi je suis capable de lire en français et en anglais, donc si jamais vous avez des recommandations dans d'autres langues qui existent que le français, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, ça pourrait peut-être intéresser d'autres gens, ça pourrait peut-être m'intéresser moi aussi. Parmi les histoires qui vont suivre, du coup, y a un gros spoil majeur à chaque fois, c'est que forcément les histoires dont je vais vous parler, à la fin il n'y a pas de mariage, pas d'enfant, enfin si il y a peut-être un mariage mais il n'y a pas, au moins les personnages n'ont pas d'enfant à la fin. Si pour vous juste ça c'est un trop gros spoil pour une histoire, et bien dans ces cas-là je vous invite à ne pas suivre la vidéo parce que ça va être axé sur juste ces recommandations là. Ensuite je vais faire de mon mieux pour ne pas faire de spoil majeur de l'histoire, et je vais aussi éviter le plus possible de spoil mineur, mais dans tous les cas pour chaque recommandation il y aura une partie sans spoil et une partie où je vais parler de mon ressenti et du coup il risque d'y avoir des gros spoils, donc dans ces cas-là je vous mettrai un timecode pour que vous puissiez ne pas voir la partie qui a vraiment des gros spoils, si jamais vous comptez lire mes recommandations un jour, si jamais ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse pas, ou si vous avez déjà lu l'histoire, ou que vous vous en fichez d'être spoilé, et dans ces cas-là vous pourrez regarder toute la suite de cette vidéo, et puis voilà quoi, débrouillez-vous, je mettrai les timecodes normalement, je sais pas comment je vais faire ça, mais voilà, amusez-vous bien. Ok, bon on va passer aux recommandations tout de suite. Ma première recommandation est un webtoon anglophone, mais je sais pas si l'histoire n'existe pas aussi en espagnol, puisque l'autrice est espagnole je crois. C'est Miss Abbott and the Doctor de Mary Paz Villar, et vraiment je crois que c'est mon webtoon préféré dans les webtoons anglophones à ce jour. C'est vraiment trop mignon comme histoire. Miss Abbott and the Doctor, c'est une histoire qui se passe dans un 19e siècle, pas historiquement précis, je sais pas comment dire, c'est vraiment ultra mal annoncé. En gros, c'est esthétiquement le 19e siècle, mais il y a des personnes LGBT dedans, toutes les personnes, quelle que soit leur ethnie, sont sur un même pied d'égalité, voilà, c'est pas trop des mœurs qu'on avait au 19e siècle quoi. On va dire que c'est un 19e siècle avec des mœurs d'aujourd'hui. Et je sais pas, je trouve que ce cadre est très rafraîchissant, et ça raconte l'histoire de Katy Abbott, une jeune femme aventurière, indépendante, très courageuse, qui se met souvent dans des situations pas possibles, qui arrive dans un petit village, et qui fait la rencontre de Andreas, le docteur du village, qui lui a un tempérament beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Au début on pourrait carrément dire coincé, oui tout à fait. Et donc du coup l'histoire va se centrer sur la relation entre Katy et Andreas. On va les voir au début pas trop s'entendre, et puis après ils vont se rapprocher petit à petit, et c'est trop touchant de voir comment ils apprennent à se connaître, comment ils apprennent à s'apprécier. Et du coup je pense que vu le titre de la vidéo, voilà, vous l'aurez compris, forcément ils se mettent ensemble, voilà, ils se mettent ensemble, c'est là tout le but, on parle de romance, voilà, bref. Et donc j'adore la façon dont ils se mettent ensemble, en fait c'est hyper rafraîchissant. Il y a énormément de chapitres à cette histoire, et pourtant ils se mettent ensemble assez tôt, donc du coup on voit la relation qui se poursuit et qui se développe même après qu'ils soient déjà ensemble. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre d'histoire. Et je trouve que l'autrice a un point de vue vraiment très bienveillant sur le développement des personnages. Ils communiquent entre eux, et ça c'est vraiment trop bien de voir ça, un couple qui communique dans un webtoon. C'est malheureusement beaucoup trop rare à mon goût. Après ça dépend des webtoons, je trouve que dans les manhwas et dans les mangas, c'est peut-être quelque chose de culturel aussi. Je trouve que généralement dans les histoires asiatiques les personnages ne communiquent pas et c'est très chiant, mais moi ça m'énerve. Je pense que c'est culturel en vrai aussi. Donc ce que j'aime beaucoup dans Miss Abbott and the Doctor, c'est vraiment les moments très touchants entre Katy et Andreas, que tout oppose mais pourtant qui finissent par s'entendre vraiment très bien. C'est abordé avec beaucoup de bienveillance, et là je vais faire un spoil majeur sur l'histoire, vous pouvez aller à ce timecode si jamais vous voulez pas savoir de quoi je vais parler, mais c'est un moment qui m'a particulièrement touchée et qui fait que Miss Abbott and the Doctor est mon webtoon préféré dans les webtoons anglophones. Ok, donc le moment dont je vais vous parler qui m'a beaucoup marqué, c'est que à un moment donné de l'histoire, Katy et Andreas sont déjà ensemble, et puis ils apprennent que la sœur d'Andreas est sur le point d'accoucher, et elle manque de décéder pendant son accouchement. Cet événement apporte beaucoup de réflexion à Katy. Elle se demande si elle serait prête à vivre tout ça à son tour, et elle finit par en discuter avec Andreas. La communication vraiment on kiffe, c'est trop bien. Et tous les deux arrivent à la même conclusion, ils se disent moi je suis pas prêt à avoir des enfants, je suis pas prêt à te perdre, c'est pas un risque que je veux prendre pour avoir des enfants, je préfère rester avec toi, en gros. Et ça fait tellement du bien de voir ça fait tellement du bien de voir un couple qui discute en fait de leur positionnement, et c'est hyper important pour moi. Et je trouve que c'est beaucoup plus réaliste comme ça en fait. Mais voilà, une histoire où les personnages communiquent, où les personnages sont très touchants parce qu'ils sont très opposés, mais en même temps ils apprennent à se connaître et ils se trouvent quelques petits points communs malgré toutes leurs différences. Et encore une fois, où ils communiquent et où ils sont sincères sur leurs ressentis. Vraiment c'est trop bien. Lisez Miss Abbott and the Doctor, grosse recommandation sur celui-là vraiment.
Ok, recommandation suivante, mon roman sûrement préféré de tous les temps, c'est Olive de Emma Gannon. Je sais pas si on le voit bien, je pense que c'est évident, mais tout ce que je présente là, il n'y a pas de partenariat ou placement ou quoi que ce soit, hein. C'est juste des choses dont je parle parce que ça m'a beaucoup plu. Voilà, bref. Olive donc de Emma Gannon, qui est un roman en anglais, je crois pas qu'il existe en tout cas au jour où je tourne cette vidéo, j'ai fait des recherches, je l'ai pas trouvé en français, je crois qu'il est que en anglais pour l'instant. Donc du coup c'est un roman qui aborde la thématique des femmes child free justement. Je vais roter, excusez-moi. Donc un roman qui aborde la thématique des femmes child free et qui raconte l'histoire de Olive, une jeune femme de 33 ans je crois, qui est rédactrice pour un journal en ligne. Et au début de l'histoire, on la voit qui se remet difficilement de la rupture avec son partenaire avec qui elle était depuis 10 ans. Et bah forcément au début de l'histoire, Olive elle est un peu malheureuse, elle se sent seule, elle a envie d'en parler avec ses deux meilleures amies, avec qui elle a déjà fait les 400 coups, elles ont été colocs toutes les trois ensemble, elles se connaissent depuis des années, elle a envie de voir ses amies, mais le problème, c'est que ces deux amies viennent d'être mamans et du coup c'est normal, elles sont débordées et n'ont pas de temps à accorder à Olive. Donc en fait on voit Olive qui est un petit peu seule, qui est un petit peu déprimée et qui est très humaine en fait dans ses ressentis, je sais pas comment expliquer. Elle en veut à ses amis mais en même temps elle leur en veut pas parce qu'elle les adore et qu'elle comprend tout à fait pourquoi elles ne sont plus disponibles pour elle et en fait bah, les deux sentiments ne sont pas incompatibles finalement, elle a besoin de ses amis mais en même temps elle sait que ses amis n'ont pas le temps pour elle et donc elle doit faire le deuil de comment était leur relation avant la grossesse de ses deux amis. Et Olive doit aussi traverser en fait le fait que bah, maintenant elle est toute seule et elle comprend pas pourquoi, contrairement à ses amis, elle-même n'a jamais ressenti l'appel de la maternité, le fameux qu'on est toutes plus ou moins censées ressentir un jour en tant que femme. Spoiler alert, non. Et on voit Olive en fait qui nous fait part de ses ressentis vis-à-vis de la grossesse, vis-à-vis des enfants. Et c'est super fascinant en fait, on la voit qui évolue dans sa pensée en fait vers ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle ne souhaite pas. Je sais pas comment expliquer ça sans spoiler, c'est vraiment très très touchant parce que Olive est un personnage très humain, elle a des fois un caractère de merde, elle a des fois des pensées un peu, je dirais pas extrême non loin de là, mais elle a des fois des pensées, elle en a marre clairement, des fois elle en a marre et genre je sais pas, c'est hyper déculpabilisant parce que moi aussi je suis ce genre de meuf des fois genre quand je vois de la maternité partout, j'en ai marre et je suis là genre mais moi je le trouve pas mignon ton bébé, ok. Je sais pas comment expliquer. Et Olive, elle illustre ça et genre ça fait trop du bien de savoir qu'on a ce genre de pensée de merde. Qui n'a jamais eu des pensées de merde comme ça dans sa vie? Personne, voilà. Bref, on a tous des pensées un petit peu nulles, un petit peu pas sympas des fois. Et Olive, elle représente ça, genre des fois elle a des moments où elle en a marre, des fois elle aimerait bien revoir ses amis, des fois elle en a marre de tous ces bébés autour d'elle dans sa vie et je sais pas, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi et que je comprends et je me sens tellement moins mal maintenant de voir ça représenté dans un roman. Et ça me fait ouvrir une grosse parenthèse que je trouve giga importante sur le fait de ne pas aimer les enfants. J'ai déjà vu sur internet des posts de gens qui disent si t'aimes pas les enfants c'est que t'as un problème. Et ça m'a fait un peu du mal à entendre parce que moi je fais partie des gens qui n'aiment pas les enfants, j'apprécie pas la compagnie des enfants, j'ai pas envie de m'occuper d'un enfant, je le trouve pas mignon quand on me montre une photo de oh regarde c'est mon bébé, ok, je sais pas quoi dire, c'est une photo de bébé, genre moi je n'éprouve rien, vraiment je n'éprouve rien, mais c'est pas fait exprès quoi, enfin c'est comme ça. Et du coup quand je vois des gens qui pointent du doigt et qui jugent si tu n'aimes pas les enfants c'est que tu as un problème, forcément moi je le prends pas super bien. Mais d'un autre côté, je pense aussi qu'il faut mettre en perspective ce que les gens veulent dire par ne pas aimer les enfants. Je pense que le post si tu n'aimes pas les enfants c'est que tu as un problème, il considère les personnes qui souhaitent vraiment du mal aux enfants, genre qui, je sais pas comment expliquer, mais les gens qui iraient vraiment emmerder une maman dans la rue parce que son bébé pleure alors que c'est pas sa faute si le bébé il pleure, genre il peut pas s'exprimer autrement. Et oui ok c'est relou un bébé qui pleure dans la rue, ok on a tous le droit de trouver ça chiant, mais d'un autre côté il y a une différence entre ton ressenti et comment tu agis dessus. Je sais pas si c'est très clair. On a tous le droit de trouver relou un enfant qui pleure dans la rue, c'est là le bon droit de tout le monde, mais pour autant on va pas être chiant et aller dire à la maman oui faites-le taire, elle fait ce qu'elle peut et puis le bébé il s'exprime. Donc il y a une différence pour moi entre ce que tu ressens et comment tu agis. Tu as le droit évidemment de détester les enfants, mais tu n'as pas le droit de leur faire du mal. Enfin, ça me paraît logique, mais en même temps, la façon dont les gens s'expriment sur les réseaux, parfois on a l'impression que on n'a pas le droit de faire certaines choses. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais par exemple, moi je n'aime pas la compagnie des enfants. Pour autant, je suis très consciente que pour avoir des enfants et que pour les élever, il faut leur donner tout l'amour qu'ils méritent, toute l'attention qu'ils méritent, qu'un enfant, pour grandir, il faut qu'il ait tous ses besoins de satisfaits, il faut qu'il soit entouré de tout l'amour de son entourage. Et évidemment, moi je veux tout ce qu'il y a de meilleur possible pour un enfant, c'est normal pour moi, c'est la base, et c'est pas incompatible pour autant avec le fait que moi je n'aime pas les enfants et j'ai pas envie de passer du temps avec eux. Et je pense qu'il y a une grosse confusion sur ça sur internet entre les personnes qui disent ne pas aimer les enfants et puis les autres gens qui pensent que ce sont des gros monstres sans cœur. En fait,
j'ai lu beaucoup de témoignages de personnes child-free parce que j'ai besoin de représentation. Et très souvent quand je vois des témoignages de personnes child-free, je vois souvent revenir cette phrase: ah mais j'aime quand même les enfants hein, mais juste j'en veux pas. On dirait que les personnes child-free sont obligées de se justifier. Je veux pas d'enfants, ok, mais en échange vous savez que je les aime bien quand même hein, donc ça va du coup. C'est pas comme ça que je vois les choses personnellement. Je trouve qu'on n'est pas obligé de se justifier de quoi que ce soit, encore moins de nos goûts qui sont des choses complètement personnelles. C'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment ce que je ressens, et si vraiment cette vidéo un jour est vue par des gens que ça pourrait concerner, j'espère vraiment que ça peut déculpabiliser les gens d'avoir un exemple de personnes qui n'aiment pas forcément les enfants et qui s'en cachent pas quoi. Sans pour autant être un barbare. Et ok, peut-être que toutes les personnes child-free que j'ai lues dans les témoignages aiment vraiment les enfants et sont justifiées à ce moment-là pour une raison ou une autre. Mais en fait, le sentiment que j'avais de ça, c'était que t'étais obligé de montrer que tu aimais les enfants pour être valide à dire que tu n'en voulais pas. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et du coup voilà, je sais plus ce que... J'ai fait une énorme digression alors que je parlais à la base de l'histoire de Olive. L'histoire d'Olive, c'est une histoire qui m'a énormément touchée parce qu'elle a beaucoup ce genre de pensée là, et du coup c'est très humain en fait comme histoire, c'est très réaliste. C'est pas l'héroïne parfaite qui est tout le temps ah c'est pas grave, je suis malheureuse, mais je suis toujours là pour mes amis. Et ok d'accord, c'est très bien aussi ce genre d'histoire là, pourquoi pas, mais je trouve que c'est bien d'avoir aussi un peu une représentation un peu plus humaine, un peu plus réaliste et déculpabilisante du coup de ce genre de personnage, tout simplement. Ça m'a fait énormément de bien de voir l'histoire d'Olive et de voir l'histoire d'une femme qui aurait tout simplement pu être moi en fait face à la maternité. Honnêtement, toutes les craintes que Olive a eues envers ses amis, c'est les craintes que moi je pense que je vais avoir quand mes proches finiront par avoir des enfants aussi à leur tour. Évidemment que je risque d'être triste pour moi, même si je suis contente pour elle, les deux ne sont pas incompatibles. Et ça c'était aussi dit dans la vidéo de Enjoy Phoenix. Bah oui, je suis contente pour elle, mais je suis triste pour moi, je vais devoir faire le deuil d'une relation qui ne sera plus jamais comme avant. Et même si c'est une belle chose pour mes amis, s'ils sont heureux d'avoir une famille, ça ne m'empêchera pas de regretter un petit peu le passé. Enfin je sais pas, c'est humain finalement. Et ça c'est développé dans Olive, et je trouve ça hyper intéressant comme thématique. C'est une thématique qui me touche beaucoup. Je vais mettre un petit mais à l'histoire d'Olive. Jamais contente celle-là décidément. Mais ça c'est considéré comme un spoil majeur je pense, donc petit timecode si jamais vous voulez pas voir ça. Et à la fin de l'histoire de Olive, celle-ci se remet en couple avec un nouvel homme en fait, qui accepte de ne pas avoir d'enfant avec elle. Mais c'est un homme qui a déjà eu des enfants d'une précédente relation. Et donc il a deux filles qui sont adolescentes, et il y a une histoire assez touchante entre Olive et la fille aînée. Je crois que c'est la fille aînée, je sais plus, mais en tout cas l'une des deux filles forcément. Et même si c'est assez mignon, bah on montre une fin heureuse avec une femme qui a découvert qu'elle ne voulait pas d'enfants et qui a trouvé un partenaire qui l'acceptait telle qu'elle est. Mais à la fin elle fait quand même office de figure maternelle pour les enfants de son partenaire. Bah dans le sens où maintenant elle s'occupe d'eux, alors qu'avant dans l'histoire elle disait qu'elle voulait pas d'enfants parce qu'elle voulait pas avoir à s'inquiéter de quelqu'un d'autre tout le temps quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça fait un peu ok t'es child free, ok t'as pas d'enfants, mais t'es quand même obligé de représenter quelque chose pour les enfants de quelqu'un d'autre à un moment donné de ta vie. Ça m'a fait poser la question de est-ce qu'une femme est forcément obligée à un moment donné de sa vie de représenter une figure maternelle. J'ai l'impression qu'en tant que femme on attend beaucoup de toi que tu doives à un moment donné t'occuper des autres. Et même moi en fait j'échappe pas du tout à ce schéma hein, parce que même si j'ai toujours su que je voulais pas d'enfants, et bah je me suis toujours dit que j'aurais un métier où je prendrais soin des autres, ou en tout cas je m'occuperais des autres. J'ai l'impression qu'en fait il faut que je me trouve une utilité dans la société, et en fait dans ma tête bah, j'ai toujours su que je voudrais pas d'enfants, mais du coup il faut que je me trouve utile d'un autre moyen peut-être. Je sais pas exactement comment expliquer, mais je sais pas si c'est le cas pour beaucoup d'autres femmes autour de moi, si jamais vous vous identifiez comme femme. Si c'est que dans les histoires ou si c'est aussi dans la vraie vie qu'en tant que femme, est-ce qu'on attend beaucoup de nous d'être une figure maternelle? Quand je disais que j'échappais pas à ce schéma, c'est parce que même moi dans ma vie j'ai toujours voulu être une figure utile, et même encore maintenant j'ai un peu ce désir là au fond de moi, j'ai envie d'apporter quelque chose aux autres en fait, comme si je pouvais pas exister autrement que comme ça. Ce genre de posture d'aider les autres et les soigner quelque part. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce que je tombe malgré moi sous un schéma qui est attendu de la femme dans la société, ou est-ce que c'est tout simplement mon désir profond à moi? Je sais pas, j'avoue j'ai pas encore tout à fait très bien compris, et j'ai l'impression que dans les histoires c'est un peu pareil. Et du coup bah moi j'ai eu l'impression avec la fin d'Olive qui était dans le spoil, que je vais pas redire ici, bah j'ai l'impression qu'il y a un peu ça aussi, et ça j'ai trouvé dommage. C'est vraiment le gros point négatif que j'aurais à dire à ce roman, même si ça reste malgré tout mon roman préféré, et que ce point négatif n'a pas réussi à entacher le ressenti très positif que j'ai avec ce livre. Et puis j'ai trouvé très déculpabilisante cette lecture. Et puis ma dernière recommandation, et je suis débile, j'ai oublié de prendre les livres avec moi, c'est la BD Et toi quand est-ce que tu t'y mets, pardon, de Véronique, je ne sais pas, Cazot, et Madeleine Martin je pense pour l'illustration.
C'est 2 histoires en fait, moi j'ai la version intégrale chez moi mais il y a 2 histoires dedans. Et la première des 2 histoires c'est celle qui m'a le plus marqué du coup, qui raconte les aventures de Jeanne, une femme dans la trentaine encore une fois, qui habite en couple avec son compagnon et qui sait, qui sait depuis très longtemps que elle n'aura jamais d'enfant. C'est affirmé, c'est assumé de sa part, elle n'est pas intéressée par la maternité. Et donc du coup on voit le ressenti de Jeanne au fil des pages vis-à-vis de la maternité, parce que Jeanne, ce qu'elle a, c'est qu'elle a l'impression d'être submergée de partout de maternité. La couverture, on voit Jeanne qui est perdue au milieu d'une foule de femmes enceintes, c'est le ressenti qu'elle a en fait, elle a l'impression qu'autour d'elle tout le monde se reproduit et elle est là en mode au secours. Au début j'avais un peu de mal avec l'histoire parce que justement c'était beaucoup au début de gags en une page en fait qui s'enchaînent, où c'était Jeanne qui souffrait en quelque sorte de son ressenti de la foule de femmes enceintes, et au début moi ce que je percevais c'était une vibe un peu anti-maternité avec des petites piques un peu passive-agressive à l'encontre des femmes qui étaient enceintes. Et ça me convenait pas du tout au début parce que c'est pas parce que t'as pas quelque chose que t'es obligé d'aller le juger derrière quoi. Mais en fait après j'ai compris que c'était pas une accusation qu'elle avait, c'était plutôt son ressenti. Et donc du coup pareil que pour Olive, au fur et à mesure des pages on apprend à comprendre les pensées de Jeanne et à s'attacher à elle, et c'est ça qui pour moi a fait la force aussi de ce livre, c'est que le personnage devient de plus en plus attachant. Dans mes notes de lecture, j'ai trouvé même que cette partie 1, du coup, l'histoire de Jeanne, était trop courte. J'aurais plus aimé de profondeur dans son développement, en fait. Même si j'ai trouvé qu'il y avait d'autres personnages très intéressants qui étaient ajoutés à l'histoire de Jeanne, des personnages avec qui elle peut discuter de son ressenti, et avec qui, encore une fois, elle va se rendre compte qu'elle est pas seule, et ça fait trop du bien de se rendre compte qu'on n'est pas seul. C'est vraiment très touchant de la voir entourée de gens qui finissent par la comprendre, et j'ai fait tellement le plein de citations, c'est pas un truc que je fais très souvent ça, mais là en l'occurrence, j'ai trouvé tellement de phrases qui ont mis des mots sur des ressentis que j'avais et que j'arrivais pas à expliquer avant. Mais vraiment la citation la meilleure que j'ai retenue de ce livre, qui a tellement expliqué mes ressentis, c'est ça. Pour moi, faire un enfant, c'est la mort de notre vie d'individu. On n'est plus jamais un, on pense forcément deux, et souvent plus à l'enfant qu'à soi. Et c'est vrai, et c'est tout à fait normal. Évidemment, on pense plus à l'enfant qu'à soi parce que l'enfant, il peut pas survivre tout seul, il a besoin de ton aide, il a besoin de ton attention, il a besoin de ton amour pour se développer. Tout le temps, et ça tu peux pas le mettre de côté, et c'est normal, ça demande beaucoup d'abnégation d'élever un enfant. Et en soi, cette phrase, cette citation que je viens de lire, c'est pas vraiment un jugement, c'est juste un constat, et ce constat, on est libre de vouloir vivre avec ou non, et bah moi je ne veux pas vivre avec, et c'est tout. On n'est pas des vieilles sorcières aigries, c'est juste que bah on connaît nos limites, on connaît ce qu'on veut, on connaît nos besoins dans la vie, et on sait que ça c'est pas compatible avec le fait de vouloir un enfant, et donc bah voilà. Et finalement pour moi c'est vraiment pas de l'égoïsme. On sait qu'on rendra pas un enfant heureux avec notre tempérament et ce qu'on veut d'une vie, mais comme on sait qu'on ne rendra pas un enfant heureux, on fera pas d'enfant. Mais voilà, enfin bref, tout ça pour dire que ce genre de sentiment, j'ai réussi à l'éclaircir grâce à la lecture de ces livres, et ça m'a beaucoup fait de bien de rencontrer des personnages qui pensaient comme moi, et j'espère avec cette vidéo que j'arriverai aussi à rencontrer des personnes qui pensent comme moi dans les commentaires par exemple. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que mes propos vous ont choqué, est-ce que les recommandations que j'ai faites vous ont donné envie de lire, si c'est le cas bravo parce que je suis très mauvaise pour recommander des trucs j'ai l'impression. Est-ce que vous avez d'autres recommandations pour moi ou pour les autres gens dans les commentaires, où le protagoniste n'a pas d'enfant à la fin? C'est vraiment très important pour moi, j'ai envie de lire des histoires où il y a plus cette représentativité ici. Je veux voir des femmes qui assument ne pas vouloir avoir d'enfants, je veux voir des femmes qui assument même ne pas forcément aimer les enfants. Dans aucun des 3 livres que j'ai vus c'était le cas par contre. Je veux voir ça, je veux voir cette représentativité, je sais qu'on existe, je sais qu'on est là, et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais envie de faire avec cette vidéo. J'ai peut-être un problème avec les romances classiques et ce schéma qui revient tout le temps, mais j'ose espérer que je suis pas la seule, et qu'il y ait encore plein d'histoires à découvrir où des femmes assument ne pas vouloir avoir d'enfants et n'en ont vraiment pas quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez peut-être éventuellement déculpabilisé par rapport à votre ressenti si jamais c'était le cas. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonsoir. Bref.